sur Europe 1 avec Dimitri Pavlenko. Et Pascal Praud va nous rejoindre dans quelques minutes puisque c'est la grande première ce matin de votre nouvelle émission. Pascal Praud et vous, 11h-13h, du lundi au vendredi sur Europe 1 avec un invité exceptionnel pour démarrer la saison. Pascal nous en parle dans un instant. Mais d'abord, c'est aussi l'un de vos nouveaux rendez-vous de cette rentrée sur Europe 1, la revue de presse. Bonjour Olivier Delagarde. Bonjour Dimitri. Bon, Olivier, on va commencer cette saison par une mise en garde. Lecteurs, auditeurs, et vous, consoeurs et confrères, préparez-vous à souffrir. La presse française va mourir. Elle agonise sous nos yeux depuis le début du siècle, tandis que les radios survivent miraculeusement. Alors ne cherchez pas ces lignes dans les journaux du jour, Dimitri, on m'autorisera un léger pas de côté pour cette première. Ces propos, eh bien, ce sont ceux d'Yvan Levaille, dans le dictionnaire amoureux de la radio, publié chez Plomb. Yvan Levaille, qui ici même, sur Europe 1, il y a quelques décennies, donna ses lettres de noblesse à l'exercice de la revue de presse. Du fond de sa retraite, il lance un message d'amour à la presse écrite, à la radio et à cette alliance de ces deux médias, à ce côté poil à gratter de notre profession qui faisait dire au général de Gaulle que recevoir un grand nombre de journalistes est un plaisir, un petit nombre un ennui, un seul d'entre eux un supplice. Et faisant surtout sienne cette citation oubliée d'Eleanor Roosevelt, journaliste et femme de président, hier est l'histoire, demain est mystère, aujourd'hui Dimitri est un cadeau. Ouais, Yvan Levaille qui faisait ça en direct avec son journal et il commentait les pages du journal en direct. Alors le cadeau du jour, Olivier Delagarde, quel est-il ? Darmanin. Cadeau pour les amateurs de joutes politiques, en tout cas, le ministre de l'Intérieur qui a officiellement lancé ce week-end la course à la succession d'Emmanuel Macron. L'après-Macron aiguise les ambitions dans la majorité, titre Le Figaro. Dans son fief, annonce La Voix du Nord, Gérald Darmanin ouvre le bal des prétendants à l'Élysée. Dans Libération, sous la plume de Nicolas Massol, vous lirez le récit de cette journée à Tourcoing, en présence d'une centaine de parlementaires et 10 ministres. Une démonstration de force qui a fait craindre à l'Élysée un début de fronde du ministre de l'Intérieur. Du coup, la première ministre, qui n'était pas vraiment prévue au programme, s'est invitée, ce qui fait dire à Libé en gros titre que Darmanin est désormais le premier fliqué de France. Fliqué, oui, sous surveillance, dans le collimateur ou l'œil du viseur, voilà les expressions que vous lirez. Sans doute. Mais Darmanin a réussi sa démonstration de force, écrit Cécile Cornudet dans Les Échos. Après sa non-nomination à Matignon, il s'est senti méprisé par l'entourage présidentiel. « J'étais le harki de service », dit-il. Il montre qu'il peut dicter l'agenda et le débat. Il choisit pour ce faire, comme en miroir, ces Français ouvriers, femmes seules, qui se sentent méprisés et abandonnés par leurs gouvernants. Politiquement, le sujet est idéal, poursuit-elle. Emmanuel Macron leur parlait en 2017, ils sont sa mauvaise conscience. Alors parlons maintenant, Olivier, de cet autre ministre dont les ambitions pourraient d'ailleurs venir faire un peu d'ombre à celle de Gérald Darmanin. Gabriel Attal, bien sûr. En cette rentrée scolaire, le nouveau ministre de l'Éducation nationale a décidé de frapper un grand coup en annonçant la fin de l'abaya à l'école. Il faut dire, écrit Bérangère Le Petit dans Le Parisien, que ces robes s'étaient répandues comme une traînée de poudre ces derniers mois, échauffant les esprits de ceux qui la considéraient comme un simple accessoire de mode ou ceux qui y voyaient un vêtement religieux. Dans ce même journal, vous lirez d'ailleurs la satisfaction d'un directeur de lycée à Paris. Il était temps de dire oui ou non aux abayas, déclare-t-il. On ne voulait pas que chaque proviseur ou principal soit le seul arbitre de cette question. Cela devenait dangereux pour les collègues. Ils ne voulaient pas être les prochains Samuel Paty. Allez, on passe à toute autre chose avec la fin peut-être d'un mystère. Oui, vous vous en souvenez, c'était le 26 septembre 2022. Le gazoduc Nord Stream 2 était victime d'un attentat dans la mer Baltique. À l'époque, on a accusé Moscou, la Pologne, même les États-Unis d'être à l'origine du sabotage de ces gigantesques tuyaux reliant la Russie à l'Allemagne. En fait, ce serait les Ukrainiens. La lecture du papier dans Le Figaro ne laisse guère de doute. Une enquête conjointe menée par la chaîne de télé ZDF et l'hebdomadaire Der Spiegel est formelle. À l'issue de 6 mois de recherche, 2 douzaines de journalistes ont reconstitué le scénario de l'attaque dont vous lirez tous les détails dans Le Figaro. La chancellerie allemande suit de très près l'évolution de l'enquête ultra sensible sur le plan politique, écrit David Philippot. Quelles conséquences tirerait-elle de l'implication de l'allié ukrainien dans la destruction d'une infrastructure critique? C'est, comme on dit, une très bonne question. Et puis un sujet rarement abordé maintenant, Olivier. Oui, presque tabou, écrit Le Parisien aujourd'hui en France, le chômage des patrons. Eh bien, il est en train d'exploser, plus de 36% sur un an. 9 fois sur 10 s'agit de petites structures. On retrouve beaucoup d'entreprises de la restauration, des coiffeurs, des commerces. Il y a aussi des nouveaux secteurs comme les dentistes
parce que les investissements sont importants, ou des infirmières parce que les charges augmentent plus vite que le chiffre d'affaires. Or, c'est souvent dramatique pour eux, écrit Vincent Verrier. La quasi-totalité se retrouve sans rien pour vivre. Dans l'inconscient collectif, explique le président d'une association qui leur vient en aide, c'est « tu crées ta boîte, tu n'as droit à rien et débrouille-toi. Le chômage et l'échec, ce sont pour les losers. » Allez, on termine avec la rentrée littéraire. Ah ouais, peut-être que vous êtes parmi ceux que les critiques pleins de complaisance, de componction agacent. Eh bien, il n'est pas trop tard pour lire le JDD d'hier et la chronique d'Éric Nolot. Lui, alors c'est un sniper et c'est même assez compliqué de trouver grâce à ses yeux. Je cite, « Éric Reinhardt est à la littérature ce qu'un chanteur de charme est à la variété. Oscar Lalo, un désastre d'une langue à mi-chemin de la poésie adolescente prépubère et des parodies de la chanson à texte par les inconnus. Enfin, François Bégodeau, qui fut autrefois, écrit Nolot, un écrivain prometteur, mais nul ne sait plus en quoi consistait la promesse. Il apparaît cependant qu'il présente bien des points communs avec Pascal Praud, même amour du Football Club de Nantes, et commune inspiration raconter des personnages de l'ouest de la France. Voilà, une rencontre improbable entre Bégodeau et l'ami Praud, quand on vous disait que la presse est un cadeau. La revue de presse chaque matin dans Europe 1 Matin. Olivier de Lagarde, merci beaucoup Olivier.